Attis est un souverain isolé, dont le cœur s'est endurci suite à une profonde déception, entraînant la chute de son royaume. Pourtant, lorsqu'une princesse voyage à travers les époques pour lui offrir une seconde chance, il est bouleversé par ses sentiments et décide de consacrer sa vie à son bonheur. Auparavant, la princesse Jill tentait d'échapper aux soldats du palais, mais elle fut interceptée par le prince Gerald, héritier du puissant empire Kratos, qui décréta que son sort serait scellé dès l'aube. En observant le regard sévère de son geôlier, Jill se remémora leur première entrevue lors d'un bal royal. À cet instant précis, Gerald lui était apparu comme l'être le plus bienveillant et attentionné qui soit. À l'inverse de ses semblables, Jill a consacré son existence à apaiser les conflits diplomatiques les plus délicats. Beaucoup la percevaient comme réservée, mais ce jugement ne l'atteignait guère, pourvu que Gerald lui manifeste de l'affection. Cependant, son monde a basculé lorsqu'elle a percé à jour la véritable nature de son partenaire. Un jour, elle a été témoin d'une attitude empreinte d'une grande déloyauté de la part de Gerald vis-à-vis de sa propre sœur. Ce bref échange de regards a suffi à révéler une déception profonde, ébranlant irrémédiablement l'estime et la confiance qu'elle lui portait. Dès qu'elle commença à parler, Gerald l'interrompit par un motif injuste, imposant une sanction totalement disproportionnée. Alors qu'il demandait à ses assistants de l'escorter, Jill esquiva leur geste avec agilité et se dirigea vers lui. Il lui barra la route, l'obligeant à faire marche arrière. Ne trouvant aucune issue pacifique pour apaiser cette situation, elle fit preuve d'une grande audace et choisit de s'élancer dans les airs depuis le sommet de l'édifice. Gerald ordonna immédiatement à son équipe de se mettre à sa recherche. Un sentiment étrange l'envahit. Elle songe à l'engagement pris par Gerald et regrette amèrement d'avoir cru en la sincérité de ce jeune homme étourdi. Soudain, le temps semble reculer et Jill se retrouve devant ses parents, qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Il l'incite avec bienveillance à reprendre son avenir en main, tandis qu'elle assiste à la fête donnée en l'honneur de Gerald. En se regardant dans un miroir, elle comprend avec stupeur qu'elle a effectué un bond de 6 ans en arrière. Apercevant Gerald, elle s'esquive discrètement vers le balcon, saisissant qu'une opportunité merveilleuse lui est donnée de changer le cours de son histoire. Gerald arrive pour la demander en mariage, mais Jill s'enfuit, le laissant perplexe. Il la poursuit comme un désespéré. Prise de panique, elle attrape un inconnu et prétend qu'elle est amoureuse de lui. L'homme accepte d'en faire sa femme, mais sa voix lui glace le sang. C'est Attis, l'empereur maudit, qui a ravagé le royaume de Kratos dans la vie précédente de Jill. Attis s'agenouille devant sa nouvelle fiancée et Jill s'évanouit sous le choc. Plus tard, il vient prendre de ses nouvelles. Il s'agenouille et lui demande gentiment si elle est sûre de vouloir l'épouser, ce qui surprend Jill qui le croyait cruel. Dans sa vie passée, Attis ordonnait l'exécution de tous les civils. Quand Jill s'est offerte pour arrêter la guerre, il est parti sans faire de mal à personne. Attis fait preuve d'une grande bienveillance, ce qui lui attire la sympathie de Jill. Soudain, Gerald arrive, accompagné de ses alliés, mais Attis lui reproche aussitôt son attitude peu élégante. Gerald exige alors le départ de son rival, prétendant qu'un lien ancien le destine à Jill depuis toujours. Jill découvre avec surprise que ses parents avaient autrefois pris un engagement en ce sens. Attis affirme sereinement à son adversaire que le choix de Jill est déjà fait. Irrité par cette assurance, Gerald ordonne à ses proches de se tenir prêts à agir. La prestance raffinée de Attis impose naturellement le respect à son entourage. Faisant preuve d'une grande bienveillance, il propose spontanément son aide à Jill et, afin de la mettre à l'abri, emploie un sortilège de transfert pour l'emmener à bord de son navire en partance pour Rave. Sans tarder, il lui offre des vêtements confortables et une boisson réconfortante. Souhaitant prendre ses distances avec Gerald, Jill accepte volontiers ce soutien. Lorsqu'elle l'interroge sur les raisons de sa générosité, Attis lui explique avec enthousiasme qu'elle est la partenaire qu'il attendait. Finalement, Jill se livre avec une franchise inattendue, avouant qu'elle n'avait jamais réellement partagé les intentions de son ancien groupe. Attis adopte une attitude déterminée pour sonder les motivations profondes de sa compagne. Jill lui révèle alors qu'elle a agi ainsi pour échapper à l'emprise de Gerald. C'est à cet instant que la créature ailée Rave surgit pour se moquer de lui. Blessé par ces moqueries, Attis exprime son souhait sincère de progresser et de se révéler enfin digne de ses propres objectifs. Il lui offre de la raccompagner, mais Jill préfère refuser, ne voulant plus dépendre de Gerald et percevant en Attis un partenaire d'une grande bienveillance. Elle décida finalement de sceller leur engagement, malgré l'appréhension persistante de Attis face à la fragilité de la situation. En se tenant près de lui, elle exprima ses remords pour ses hésitations antérieures et promit avec sincérité de bâtir un avenir commun à ses côtés. Touché par cette déclaration, Attis laissa éclater sa joie tout en lui offrant la bienveillance de sa patience, souhaitant qu'elle se sente totalement en paix. Il présenta ses excuses pour son empressement passé, puis, dans un geste empreint de courtoisie,
déposa un baiser respectueux sur sa main, faisant naître sur ses joues une douce et pudique rougeur. Il demande à Rave de créer l'emblème royal, un signe élégant reflétant la bienveillance céleste pour la future reine. Il décide de faire semblant d'être marié jusqu'à la date de la célébration solennelle. Attis promet de garantir sa protection. Soudain, leur navire est intercepté par des inconnus. Il utilise ses talents pour les mener vers un endroit sécurisé, mais il est blessé au cours de l'action. Bien qu'il insiste pour que Rave mette Jill à l'abri, celle-ci reste calme et affirme qu'elle veillera aussi sur lui, ayant fait le vœu de consacrer sa vie à sa sauvegarde. Dotée d'un talent exceptionnel, elle guide l'embarcation vers la côte avec une élégance naturelle, puis rattrape un projectile au vol avec une adresse impressionnante. Elle invite les protecteurs à accompagner Attis jusqu'au centre de soins. Rave lui suggère de rester vigilante, soulignant que leur invisibilité pourrait donner l'illusion aux témoins qu'elle s'exprime dans le vide. Elle réalise alors qu'ils ont atteint Beilberg, une contrée liée à des souvenirs anciens, bien que les péripéties majeures ne se soient pas encore produites. Une jeune fille aux cheveux d'or, prénommée Sphère, manifeste une profonde attention pour Attis, se questionnant surtout sur la nature de la mystérieuse et bienveillante figure qui l'escorte. Rave a confié à Jill que Sphère éprouvait des sentiments profonds pour Attis et qu'elle comptait bien défendre sa place. Peu après, Sphère s'est approchée de Jill, les larmes aux yeux, affirmant avec détermination qu'elle ne laisserait personne lui ravir l'élu de son cœur. Plus tard, Jill s'est remémoré le banquet organisé à Beilberg pour fêter le retour de Attis. Cependant, lorsque ce dernier a pris connaissance de ses fiançailles avec Sphère, il a décliné l'union, ce qui a plongé Sphère dans une immense détresse et une grande confusion. Elle est parvenue à surpasser ses rivaux et à clore ce différend. Bien que Sphère ne paraisse guère portée sur ce genre de stratagème, Jill demeure vigilante afin de prévenir tout conflit futur. Alors qu'elle songe à ses compagnons, Rave survient pour lui apprendre que Attis est rétabli et s'inquiète de son bien-être. Soudain, ils entendent Attis gronder des gardes qui ne l'avaient pas identifié. En réalité, il s'était vêtu en pâtissier afin de préparer des croissants tout juste sortis du four pour Jill. On lui avait confié que le chemin vers l'affection d'une demoiselle passait par les délices d'un festin bien préparé. Il s'est alors consacré avec ardeur à l'élaboration d'un dîner distingué dans l'espoir de charmer Jill. D'abord étonnée, elle lui a rappelé que les talents culinaires ne faisaient pas tout, mais après la première bouchée, son jugement a changé du tout au tout et elle a entrevu de tendres perspectives à ses côtés. Alors qu'il lui présentait une douceur maison, un malentendu a suscité chez elle un geste inattendu et un peu gauche. Il a aussitôt exprimé avec franchise son désir de contempler un sourire radieux sur son visage, une attention si pleine de bienveillance qu'elle s'en est sentie profondément touchée et pensive. Il ajoute avoir ordonné au marquis Bell de libérer Jill et de l'honorer, mais il a refusé. Quand Jill demande s'il veut se rebeller, Attis répond qu'il lui faudrait un courage immense pour oser. Jill évoque le massacre et demande s'il est maudit. Attis révèle qu'étant né d'une concubine, il ne pouvait régner et fut exilé. Mais ses demi-frères, héritiers, sont tous morts de maladie. Dès lors, chaque échec des héritiers renforça le scepticisme envers Attis, dont on murmurait qu'il convoitait la couronne par des voies détournées. Seul son demi-frère Visal maintenait sa confiance en lui, malgré l'inefficacité de ses plaidoyers. Après 5 années d'instabilité, le souverain, en proie au doute, fit revenir Attis afin de lui remettre le destin du royaume. Lors des festivités, le monarque s'éclipsa mystérieusement et la reine choisit de se retirer totalement de la vie officielle. C'est sous ce climat de méfiance ambiante qu'il fut investi. Attis reste convaincu, encore aujourd'hui, que Visal a su influencer l'ensemble de la population pour le discréditer. Jill pressent malheureusement que Visal ne se montre pas totalement franc avec elle. Les projets d'Attis sont sur le point de se concrétiser, ce qui risque de provoquer quelques désaccords. Lorsqu'elle l'interroge sur le sentiment de solitude que cette réserve lui procure, il évite le sujet en invoquant ses obligations professionnelles. Il lui promet toutefois que les 3 prochaines années seront merveilleuses. Pensant qu'il ne lui révèle pas tout, Jill choisit de garder ses doutes pour elle. Elle préfère canaliser son énergie dans ses recherches sur Bael, pendant qu'Attis s'affaire en cuisine pour lui concocter de savoureuses gourmandises. Le jour suivant, elle prend la fuite et parcourt l'esplanade voisine du temple, où Sphère la pointe du doigt devant la foule, l'accusant d'avoir rompu leur pacte. Sans attendre, des gardes accourent pour la retenir. Jill, présente sur les lieux pour révéler la réalité des faits, s'interpose avec détermination face à cette décision arbitraire. Bael signale alors à Attis que Jill a pris le contrôle du port après avoir écarté Sphère, demandant qu'elle soit éloignée sur le champ. Attis donne son accord pour cette mesure, tout en avertissant Bael qu'il devra répondre personnellement des conséquences si les reproches formulés à l'encontre de Jill s'avéraient infondés. Jill et Sphère se retrouvent seuls dans une pièce close. Sphère décide de briser le silence. Après le départ de sa mère,
Baël l'avait placée dans un établissement d'apprentissage. Elle tentait souvent de s'enfuir de cet endroit, espérant nouer de véritables amitiés. Un jour, elle s'est mise à déchiffrer le langage secret des dragons, une capacité rare qui l'a isolée de ses camarades. Quand Attis a pris le pouvoir, il l'a fait venir au palais pour vérifier si elle ressentait une énergie particulière à ses côtés, mais elle n'a rien décelé de tel. Cependant, sa grande bienveillance l'avait émue, et elle finit par éprouver une réelle sympathie à son égard. Hélas, il rejeta ses confidences, estimant que leur chemin ne pouvait se rejoindre. Plus douloureux encore, Attis choisit de s'afficher en compagnie d'une personne beaucoup plus jeune. Jill ressentit une profonde compassion pour cette demoiselle, sans pour autant pouvoir lui porter secours. Soudain, 2 nouveaux captifs furent introduits dans la pièce. En reconnaissant Zeke et Camilla, Jill ne put maîtriser son émotion et laissa échapper quelques larmes. Ils étaient proches d'elle dans sa vie passée. Elle jure de les protéger. Dans sa vie antérieure, ils s'étaient rencontrés dans un pub, affirmant venir de l'Empire Rave sans magie. Ils ne savaient plus pourquoi ils étaient à Kratos. Camilla croit que Jill pleure à cause de la tête de Zeke, ce qui déclenche une dispute. Jill sèche ses pleurs et parvient à se libérer de ses entraves grâce à une détermination sans faille. Zeke, impressionné par une telle bravoure, reste un instant interdit, mais Jill le presse d'intervenir sans attendre. Il découvre bientôt qu'une troupe d'imposteurs, usurpant l'identité des soldats de Kratos, détient Sphère en utilisant le nom de Jill de manière malhonnête. Camilla comprend soudain que Baël manipule chaque événement afin de jouer les sauveurs opportunistes tout en ternissant injustement l'image de Kratos. La réputation de Attis, qui avait autrefois convaincu Jill de rejoindre cette institution, est aujourd'hui fortement compromise. En cas de chute de Sphère, Baël s'empresserait de prendre les commandes en évinquant Attis. Zeke désapprouve profondément les tactiques de Baël, qui n'hésite pas à instrumentaliser ses proches pour arriver à ses fins. Pendant ce temps, Camilla multiplie les efforts pour retrouver la trace de Jill. Guard, un allié fidèle, signale la présence d'individus suspects aux abords de la chambre de la jeune femme. Face à ces révélations, Zeke réalise enfin que Jill n'est absolument pas responsable de cette mystérieuse disparition. Sphère éprouve une vive appréhension à l'idée de voir sa liberté restreinte et souhaite exposer toute la vérité à Attis. Elle demeure persuadée que Baël s'abstiendra de toute action hostile à son égard en raison de sa loyauté envers le souverain. Déterminée à présenter sa propre perspective, elle presse ses compagnons de quitter les lieux immédiatement. Parallèlement, Jill craint que les erreurs du passé ne se répètent, laissant présager une issue particulièrement incertaine pour Baelberg. Elle choisit de modifier le cours des événements. En dévoilant sa véritable nature, elle démontre qu'elle n'a aucun lien avec cette manœuvre. Puisque son adversaire ne se doute pas qu'elle est là, une opportunité exceptionnelle se présente. Camilla et Zeke acceptent de lui prêter main forte. Jill adresse alors un avertissement solennel à Sphère. Si elle venait à disparaître, tout espoir de réussite s'évanouirait. Elle s'engage à la garder en sécurité, mais demande en échange que Sphère révèle les agissements de son père, faute de quoi, elle devra porter seule le poids de ses décisions. Sphère s'interroge sur les raisons de cet engagement. Jill confie qu'elle ne ressent aucun attachement personnel envers Attis, soulignant que leur collaboration repose uniquement sur un intérêt mutuel. Face à l'éventualité d'une séparation évoquée par Sphère, Jill précise que leurs engagements communs les maintiennent unis. Pendant ce temps, Attis, retiré dans ses quartiers, réfléchit longuement à la position de Baël. Conscient de la délicatesse de leur entente, il préfère attendre le meilleur instant pour agir avec discernement. Sur le quai, Sphère accepte finalement de lever le voile sur son histoire. Zeke réfléchit à la meilleure stratégie à adopter. Jill suggère de délivrer les compagnons d'armes emprisonnés afin de préparer une défense. Guard précise qu'ils sont maintenus dans le sanctuaire. Sans hésiter, Jill s'y dirige et parvient à débloquer l'accès grâce à une volonté remarquable. Zeke et Camilla observent cette prouesse avec admiration. Jill s'engage alors à les épauler dans cette aventure, tout en leur assurant sa totale loyauté. Elle libère les soldats, affirmant agir sur ordre d'Attis contre la rébellion de Baël. Rêve, présent, entend tout. Les soldats se rallient à elle. Pendant ce temps, Attis cuisine. Rêve revient et lui annonce que sa femme est incroyable. Elle s'est libérée seule et a déjà levé une armée. Les soldats croient qu'Attis l'a envoyée, ils l'admirent. Sphère témoignera, évitant à Attis de détruire la maison Baël. Attis est flatté. Jill a résolu ses problèmes en quelques jours. Soudain, les hommes de Baël entrent pour l'emmener dans un lieu sûr. Attis les intimide pour les faire fuir, tandis que Jill prend le port. Hugo, le chef ennemi, arrive et exige qu'on lui livre Jill en échange de son départ. Sinon, il brûlera l'église. Jill veut se battre, mais Camilla l'arrête et Zeke lui demande de rester calme. Jill révèle son plan. Elle se laisse ligoter pour approcher Hugo. Une fois près de lui,
Elle se libère et le corrige sévèrement. Elle neutralise ses hommes d'un coup, détruisant leur navire. Hugo tente de faire intervenir ses assassins, mais Zeke protège Sphère à temps. Hugo avoue travailler pour Bayle. Ce dernier arrive avec un dragon pour tout détruire avant que Hades ne la prenne. Mais le dragon s'arrête net. Hades apparaît et révèle qu'il a ordonné au dragon de stopper. Bayle tremble, demandant pourquoi il est là. Hades répond qu'il ne peut laisser sa femme en danger. Hades rend la liberté à l'oiseau et serre Jill contre lui avec une infinie tendresse. Bayle, inquiet de ses intentions, l'incite vivement à se protéger sans tarder. Face au refus du chef, Bayle évoque la possibilité de divulguer ses échanges avec une informatrice. Sans hésiter, Hades immobilise Hugo avec une habile précision, tout en adressant de chaleureuses félicitations à Zeke et Camilla pour le succès de leur mission. Hades pressa Hugo de révéler l'identité de son supérieur, lui rappelant les conséquences fâcheuses d'un silence prolongé. Envahi par une vive inquiétude, Hugo finit par nommer Bayle. Aussitôt, Hades s'approcha de ce dernier et, ignorant ses protestations, le maîtrisa avec une autorité absolue. Tandis qu'il lui rappelait la portée de ses agissements, la fillette de Bayle, tétanisée par l'émotion, resta figée devant ce spectacle impressionnant. Hades réclamait le contrôle de Baleberg en contrepartie de la sécurité de la cité de Bayle. Angèle affichait un visage serein, ravi de s'être enfin libéré des conflits d'autrefois. Pour sa part, Bayle éclata de rire en qualifiant Hades d'individu mal intentionné, lui reprochant d'avoir longuement contrarié ses proches et provoqué le départ d'êtres qui lui étaient chers. Hades concéda que son image était entachée, tout en réitérant sa légitimité à gouverner. Il exigea alors immédiatement la mise sous garde de Bayle et de Sphère. À la tombée de la nuit, Rave retrouve Jill, visiblement préoccupée par le sort de Hades. Il tente de la rassurer en affirmant que la situation est parfaitement maîtrisée, mais la jeune femme redoute que son exigence ne devienne trop pesante. Rave lui confie alors qu'il accompagne ses pas avec une immense tendresse depuis toujours. Touché par ces mots, Jill exprime sa gratitude et propose d'encourager Hades à exprimer ses sentiments avec davantage de spontanéité. Rave interroge la jeune femme sur ses émotions, ce qu'elle réfute aussitôt. Il la conduit auprès d'Hades, qui est dans un état second. Elle prend soin de lui en appliquant des compresses fraîches. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se montre touché par cette sollicitude. Jill lui propose quelques fruits, tout en manifestant son irritation face à son incapacité à préparer un repas. Hades lui enseigne avec minutie l'art de préparer un fruit. Curieuse, elle le sollicite pour métamorphoser la peau en une petite créature, un tour de main qu'il réalise avec une grande dextérité, suscitant son émerveillement. Il confie avoir cultivé ce talent pour apporter de la joie à son entourage durant sa jeunesse. Émue par cette confidence, Jill tente de lui offrir une part, mais ses grimaces amusantes provoquent chez elle un éclat de rire spontané, lui remémorant avec tendresse la complicité joyeuse qui unissait autrefois son frère et elle. Elle le remercie d'avoir épargné les rebelles. Il refuse de régner par la peur. Jill lui prend la main, affirmant qu'elle veut qu'il vive. Hades rougit, réalisant qu'elle l'aime peut-être, mais Jill tempère, disant qu'il confond gentillesse et amour. Hades s'installe confortablement sous les draps en feignant un léger frisson. Jill se rapproche alors pour se blottir tendrement contre lui. Il lui confie doucement qu'il est tout naturel pour une épouse d'éprouver une grande tendresse envers son époux. Lorsqu'elle l'interroge sur ses propres émotions, il avoue craindre de lui imposer une responsabilité trop lourde, tout en l'invitant à cultiver cette belle harmonie. Jill lui en fait la promesse sincère avant de sombrer dans un sommeil paisible. Peu après, Hades régale Jill grâce à ses dons en cuisine. Camilla et Zeke viennent troubler cet instant de complicité pour réviser leurs leçons. Ils prennent plaisir à taquiner Hades qui, malgré ses protestations, prend aussitôt une teinte vermeille. Par la suite, même si Jill manifeste un brin d'agacement, ses amis l'incitent à adopter une attitude plus chaleureuse envers le souverain. Jill reconnaît ressentir une vive sympathie, bien qu'elle rejette toute éventualité d'un attachement amoureux. Camilla observe l'anneau à son doigt. Cette union mystique semble tout à fait authentique. Hades avoue que sa présence lui apporte une sérénité profonde. Jill se remémore le récit ancestral de Kratos et Rave, dont le différend finit par scinder le pays en deux territoires distincts. La terre de Rave était maudite, jusqu'à ce qu'il épouse la consort du dragon, dont la magie protégeait le sol. Sphère arrive avec une lettre. Gerald arrive pour récupérer Jill. Sur son navire, Gerald, furieux de son humiliation passée, prépare sa revanche. Zeke et Camilla finalisent les préparatifs pour recevoir leurs convives. Jill fait une entrée remarquée, le visage rayonnant, tout en veillant à garder ses distances avec Gerald. Elle demande à emprunter un outil pour ses projets, mais Sphère lui conseille d'adopter une approche plus bienveillante. Impressionné par son raffinement, Hades lui propose une nouvelle idée de coiffure, ce qui fait monter une légère teinte vermeille sur les joues de la jeune femme.
Zeke demande à Attis d'arrêter de draguer et d'aller à l'essentiel. Attis révèle qu'on l'accuse d'avoir enlevé Jill. Jill fait une grimace effrayante, affirmant que le but de Gerald est tout autre, avant de promettre de protéger Attis. Plus tard, Jill se sent inutile car elle ne sait pas sourire, son esprit étant rempli de haine pour Gerald. Hades lui dit qu'il y a une frontière ténue entre amour fou et haine, et lui interdit de voir Gerald. Mais Jill n'en a que faire et exige de l'accompagner. Tandis que les échanges devenaient passionnés, Zeke et Camilla les invitèrent à retrouver leur sérénité en présence de Gerald. Instantanément, le calme revint. Attis affirma avoir imaginé une idée singulière pour égayer Jill, tout en sollicitant la garantie qu'elle ne lui tiendrait pas rigueur de sa hardiesse. Jill accepta avec joie. Attis la souleva alors délicatement et déposa un tendre baiser sur sa joue, l'invitant à savourer ce moment suspendu. Jill sentit une vive émotion envahir ses joues. Bien qu'elle ait promis de ne pas s'en offusquer, elle ne put s'empêcher de lui adresser un petit signe complice et amusé, en guise de réplique. Peu après, alors que Gerald se trouvait sur les lieux, Jill lui a poliment demandé de se retirer. Attis a alors précisé qu'il venait d'échanger quelques mots au sujet de sa présence. Surpris, Gerald a cherché à comprendre les raisons de cette tension. Attis a expliqué qu'en apprenant sa venue, il avait simplement suggéré à Jill de rentrer chez elle pour se reposer, une proposition que cette dernière a mal interprétée, y voyant à tort une remise en question de sa sincérité. Malgré son mécontentement, Jill admet l'ingéniosité de ce plan. Elle affirme à Gerald qu'elle a agi de sa propre initiative. Intrigué, Gerald l'interroge sur les raisons de son périple vers les profondeurs. Elle explique simplement que sa venue est indispensable. Gerald confie alors qu'il connaît les intentions du maître des lieux. Celui-ci cherche quelqu'un capable de percevoir la créature légendaire pour lever un sortilège ancien. Il demande aussitôt au dirigeant s'il accepterait de libérer Jill si elle ne parvenait pas à accomplir cette mission. Gerald soutient que quiconque cherche à s'emparer du pouvoir s'expose à un triste sort, une destinée tragique qui a frappé Bale alors qu'il était retenu prisonnier. Un émissaire du gouvernement annonce officiellement sa perte. Camilla rapporte alors les faits à Jill. Bale aurait disparu dans des conditions mystérieuses lors de son incarcération, suscitant chez les habitants une vive préoccupation face à une supposée infortune frappant Attis. Jill, familière avec les méthodes de Gerald, se questionne sur sa réelle implication. Tandis que Zeke remet en cause le caractère surnaturel de cet événement, Camilla évoque un mythe oublié. Kratos, blessé par un refus, se serait métamorphosé en un objet tranchant afin de pénétrer secrètement au sein de l'Empire Vrave. La lance a transpercé la consort du dragon. Comprenant qu'il s'agissait de Kratos, la consort s'est poignardée avec l'épée du dragon céleste, piégeant Kratos en elle. Le bouclier s'est brisé, mais la déesse était prisonnière et sa malédiction semblait dissipée. Soudain, Sphère entre, en deuil de son père, mais elle attaque Jill avec une lance. Jill réalise qu'elle est en transe. Attis tente de s'interposer, mais Jill le retient, convaincue que la relique authentique n'agirait pas de cette manière. Soudain, l'objet adopte une apparence humaine et affirme que son avenir est indissociable de celui de Attis, juste avant que Jill ne parvienne à le neutraliser. Attis, d'un ton grave, blâme Jill pour avoir mis les autres en péril, mais celle-ci maintient qu'il lui était impossible de rester insensible face à quelqu'un dans le besoin. Redoutant que d'autres personnes ne soient sous une emprise similaire, il demande à Zeke et Camilla de réunir tous les membres de la communauté et de mettre à l'écart, avec une prudence extrême, quiconque manifesterait un comportement étrange. Jill conteste fermement cette décision, mais Attis tient à éviter la moindre imprudence. Elle comprend alors qu'il préfère s'allier à une personne plus aguerrie, les plus inexpérimentés étant parfois démunis face aux difficultés. Hanté par le souvenir de son ancienne collaboratrice disparue lors d'une mission difficile, il redouble de prudence pour assurer la sécurité de chacun. Plus tard, isolée dans sa chambre, Jill rumine, ayant du mal à accepter la pertinence de ses arguments, venant d'un homme pourtant si maladroit. Toutefois, en repensant à ses attentions délicates, elle éprouve un vif remords d'avoir douté, ne serait-ce qu'un instant, de la sincérité de son engagement. Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour présenter ses excuses, elle se retrouva nez à nez avec Hadès. Rav lui suggéra alors vivement de se montrer plus ouverte envers Jill. Bien que d'abord hésitante, cette dernière intervint en demandant à examiner sa main gauche, qui portait encore les traces de leurs échanges précédents. Il essaya de minimiser la situation, mais elle souligna avec douceur son manque de prudence et sa réserve, déplorant qu'il délaisse leur complicité et qu'il évite de l'appeler par son prénom. Face à cette réflexion, Attis comprit que leurs personnalités étaient trop divergentes pour envisager une véritable harmonie, et qu'une telle proximité ne pourrait engendrer que des quiproquos. 3 mystérieux individus surgissent alors que la ville gronde, une foule nombreuse s'étant rassemblée aux abords de la forteresse. Hadès met Jill à l'abri derrière un bouclier protecteur avant de repousser les perturbateurs d'un geste maîtrisé.
À l'arrivée de garde, Hadès l'interroge sur l'état des lieux, ce à quoi ce dernier répond avec une inquiétude manifeste. Hadès lui ordonne immédiatement de mobiliser chaque moyen nécessaire pour maîtriser les incendies, promettant de rétablir le calme parmi les habitants. Malgré les douces supplications de Jill, qui l'exhorte à privilégier la diplomatie et la bienveillance, il reste impassible et déterminé dans son choix. Camilla et ses camarades contemplent la scène, impressionnés par le discernement de Jill, dont les pressentiments se sont révélés tout à fait exacts. Hugo précise que l'incident n'a fort heureusement fait aucune victime, tout en soulignant que cette méthode rappelle curieusement les agissements passés de Bale. Il redoute qu'un admirateur mal intentionné ne cherche à poursuivre ses desseins. Il prévient alors ses alliés que des individus aux intentions douteuses menacent la sérénité de Attis. Loyal envers son monarque, il s'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer sa sécurité. Camilla guide son compagnon vers la citadelle. Là, elle découvre Bale, entouré de ses anciens camarades aux côtés de Gerald. Il est en parfaite sécurité. Jill supplie Rave de libérer son captif afin de contrer les plans d'Attis. Rave cherche à la rassurer en affirmant que si Attis avait réellement l'intention de raser la cité, son projet serait déjà accompli. Jill s'inquiète de voir son ami affronter cette menace sans soutien, mais Rave précise que d'autres individus sous l'influence de Kratos se dresseront bientôt contre lui. Kratos cherche activement de nouveaux alliés pour orchestrer son grand retour. Voici le récit concernant Sphère. Jill, qui chérit par-dessus tout son indépendance, se positionne en gardienne dévouée. Rav soutient que Kratos possède un cœur généreux et pense qu'il est disposé à consacrer toute son énergie pour gagner l'estime de Attis, dans le but de forger une alliance avec lui. Jill suggère de le laisser poursuivre sa route, convaincue qu'elle sera en mesure de guider ses pas vers une autre direction le moment opportun. Rav prévient que c'est dangereux, Kratos est possessive et un faux pas mènera au massacre. Rav révèle que Kratos s'en prendra à Jill à cause de son anneau. Il avoue être l'épée du dragon céleste. Son plan initial était de laisser Kratos posséder Jill pour la tuer. Mais il la protège désormais, ce qui prouve qu'Attis est tombé amoureux. Jill exige d'être libérée pour utiliser l'épée contre la déesse. Même si Rave feint d'ignorer certains détails, il la prie instamment de garder le silence pour assurer la sécurité de Attis. Elle lui confie alors une inquiétude persistante concernant un avenir incertain où Attis jouerait un rôle majeur dans un changement radical. Émue, elle prend conscience de la lourde responsabilité qu'il assume en solitaire. Rav lui révèle qu'il agissait ainsi pour la préserver de l'influence de Kratos, expliquant pourquoi il évitait tout échange direct avec elle. En dépit de son irritation apparente, Jill ressent, au plus profond d'elle-même, une sincère reconnaissance. À cet instant précis, une conviction profonde l'habita. Son attachement pour Attis était incommensurable et elle déploierait tous les efforts nécessaires pour assurer sa protection. Brandissant son sceptre lumineux, elle parvint à écarter le voile enchanté dressé par Rav. Ce geste raviva en Jill des réminiscences de leur jeunesse, lorsqu'elle l'interrogeait sur l'isolement qu'il semblait porter. Il lui expliquait alors que cette distance était le fruit d'un sortilège ancien et qu'il lui fallait rencontrer une âme généreuse pour espérer révéler sa véritable destinée. Il a investi un effort considérable dans son apprentissage pour devenir un mentor exemplaire, totalement dévoué à la sécurité de son peuple. En ce moment précis, Hadès observe avec inquiétude une foule nombreuse qui réclame avec insistance le retour de leurs proches. Les paroles de Kratos résonnent toujours dans son esprit, interrogeant ses décisions passées et soulignant que sa gestion actuelle ne semble plus satisfaire son entourage. Malgré ses propres incertitudes, la mémoire du souhait bienveillant de Jill, qui l'incite à garder espoir, le plonge dans une introspection intense. Tandis qu'il tente de trouver la meilleure manière de maintenir la paix dans ces contrées, Hugo se présente et Hadès lui demande aussitôt de guider les habitants vers la sûreté du port. Hugo interroge Attis sur ses intentions futures. Avec aplomb, Attis soutient qu'il possède la force nécessaire pour triompher de tout obstacle par ses propres moyens, se percevant comme une source de vitalité perpétuelle et indépendante. Soudain, le carillon de la cité retentit. Attis aperçoit Jill postée sur les hauteurs, adressant un appel formel à Kratos. Perplexe, il ne saisit pas que cette manœuvre de Jill vise à détourner l'attention de Kratos vers elle. Kratos surgit alors, telle une ombre menaçante, mais Jill s'interpose, engageant un duel spectaculaire sous le regard attentif des résidents. Tandis que Kratos tente d'effrayer l'assemblée, Jill érige un bouclier éclatant afin de préserver chaque habitant. Mais quand il faiblit, Hadès utilise ses pouvoirs pour protéger le peuple. Jill continue de combattre Kratos. Alors que sa magie s'épuise, elle cherche comment révéler le vrai corps de Kratos. Elle réalise que Kratos a aussi une fierté de femme. Elle écarte Rav et demande à Kratos de sortir. Kratos reprend sa forme de lance et tente d'empaler Jill. Elle a soudain une impression de déjà-vu.
Kratos révèle que c'est la lance qui l'a tué dans sa vie passée, et que c'est elle qui a inversé le temps. Furieuse que Jill ait épousé l'homme qu'elle aime, Kratos se fait remettre à sa place par Jill, qui lui dit qu'elle ne connaît rien à l'amour, avant de briser la lance en deux et de la jeter. Hadès s'effondre d'épuisement, et Jill tombe aussi, ayant trop utilisé sa magie. Gérald apparut soudainement pour tenter de prendre l'avantage, mais Zeke et Camilla lui firent face avec un courage exemplaire. Alors que Gérald semblait sur le point de l'emporter, Jill fut saisie par la crainte de voir ses amis disparaître une fois de plus. Soudain, Attis neutralisa Gérald et vint porter assistance à Jill au meilleur moment. Lorsque Gérald chercha à reprendre l'initiative, Attis déjoua sa manœuvre sans aucune difficulté, raillant la maladresse de son ex-allié sous le regard de Jill. Il intima alors à son adversaire de ne plus jamais perturber la tranquillité du royaume de Rave, se proclamant le protecteur attitré de cette quête, avant de l'éloigner d'un geste décidé. Devant tout le monde, Hadès félicite Jill et la demande en mariage. Mais Jill est si agacée qu'elle dit vouloir rompre. Le cœur d'Hadès s'arrête, il n'entend pas la suite où elle dit qu'elle l'aime. Plus tard, il se réveille, et Jill le traite d'idiot pour s'être évanoui, mais il veut désespérément entendre ces 3 mots magiques. Elle finit par dire qu'elle l'aime, mais veut savoir ce qu'il ressent. Attis ressent une profonde tendresse, même s'il hésite à exprimer ses sentiments les plus intimes. Jill l'encourage avec douceur à avancer à son propre rythme. Elle observe avec curiosité les offrandes laissées par les villageois, notant avec joie que leur attitude envers lui est devenue bienveillante. Apercevant un châle, elle le drape avec soin autour de lui pour le protéger de la fraîcheur du vent. Hadès éclate alors d'un rire joyeux, affirmant avec enthousiasme que cette affection est un sentiment que chacun partage ici. Soudainement, il la serre affectueusement dans ses bras, confiant que la perspective d'un lendemain meilleur lui semble parfois incertaine. Jill lui réitère alors sa confiance profonde en ses capacités. Il sollicite avec ferveur quelques paroles réconfortantes pour apaiser ses pensées tourmentées. Tandis qu'elle lui manifeste son agacement devant ses doutes persistants, il tente de se rapprocher, ce qui provoque chez elle un recul immédiat. Autrefois, Jill avait vaillamment tenu tête à Alencia, dirigeante de Rave, en l'implorant de choisir la voie de la médiation afin de préserver de nombreuses existences. Jill se réveille en pleine nuit, inquiète. Quelques jours plus tard, elle est ravie de voir un dragon. Hadès dit qu'il les accompagnera à la capitale. Elle a toujours rêvé d'en monter un, mais les dragons détestent la magie. Elle craint qu'ils ne l'aiment pas. Rav apparaît et lui dit que les dragons ne détestent que la magie de Kratos. Aussitôt, les dragons s'inclinent devant elle. Son poussin saute, sort de son sac. Rav plaisante sur le fait qu'il a l'air délicieux et saute le picor. Sphère arrive avec Camilla et Zeke. Les dragons les regardent étrangement car ils possèdent la magie de Kratos. Avant de partir, Attis laisse Sphère diriger ses terres en son absence. Jill et Attis s'envolent vers la capitale. Après une journée de vol, ils campent en forêt avant de repartir le lendemain. Durant leur périple, ils découvrent une ascendance partagée issue de lignées étendues, bien que le destin ait privé Attis de ses proches, ne lui laissant que le soutien de son aîné. Inquiet, il redoute que son passé tourmenté ne devienne un poids pour Jill, mais celle-ci, portée par une détermination inébranlable, s'engage à veiller sur lui et à contrer toute menace. Captivée par l'éclat de la cité de Réhelm, Jill tente d'apporter de la sérénité à son compagnon. Soudain, la quiétude s'évapore face à l'éclosion imprévue de signes mystiques. Un événement aussi déconcertant qu'inexplicable, alors même qu'Attis siège désormais aux plus hautes fonctions de l'Empire. Jill descendit de la monture légendaire afin de briser l'enchantement. Mais un gardien surgit soudainement pour entraver son passage. Son artefact mystique neutralisa les pouvoirs de l'héroïne, provoquant son évanouissement immédiat, bien qu'Hadès parvint à frôler sa main in extremis. Cette brève interaction libéra une décharge d'énergie qui projeta le jeune homme sur le sol du pont. L'opposant contempla avec stupéfaction la persévérance d'Hadès avant de révéler son véritable visage. C'était Georges, son oncle. Brandissant la lame originelle, infiniment supérieure à la réplique d'Hadès, il proclama alors sa légitimité incontestée à régner sur le royaume. Tandis que Jill défend la légitimité du droit d'Hadès à gouverner, Georges lui demande avec fermeté de se tenir à l'écart de ce débat, tout en provoquant son adversaire en duel. Sans attendre, Rave déploie ses pouvoirs mystiques pour transporter tout le groupe vers un abri sûr, un effort qui l'épuise profondément. À la tombée de la nuit, Jill et Attis entament une conversation. Ils lui confient alors l'existence d'un repère de dragons à proximité. Ces créatures sont des protecteurs si farouches qu'ils repoussent quiconque s'aventure sur leur terre, y compris leurs propres semblables. Pour réussir à récupérer les œufs sans encombre, l'aide de Rave s'avère donc indispensable. Jill est sans nouvelles de Rave, et son précieux pendentif s'est volatilisé sans laisser de traces. Elle songe avec mélancolie à l'époque où George remettait en question l'autorité de Attis, allant jusqu'à contester sa place. Désormais,
Leur pouvoir est restreint par l'épée mythique, et elle éprouve un profond regret pour les complications qu'elle a engendrées. Hattis tente de la rassurer en la serrant affectueusement dans ses bras, affirmant que ses décisions étaient fondées. Face à son trouble persistant, il lui caresse délicatement le visage, lui avouant qu'il lui est difficile de voir sa future compagne dans une telle peine. Tandis que Jill s'efforce de rester positive, Camilla et Zeke viennent à sa rencontre pour évoquer les prochaines étapes de leur périple. Camilla rappelle qu'ils traversent les terres du duché de Neutroll, une région célèbre pour son sens de la mesure et sa retenue. Toutefois, la disparition soudaine d'un noble local, coïncidant avec la venue d'Addis, sème le trouble et l'incertitude parmi les habitants. Alors que le trio cherche à comprendre la situation, Addis affiche un calme imperturbable et prédit que la lame héritée de son oncle finira par se briser d'ici un semestre. Face à la surprise de Jill, il précise que cet objet ancien bride leur véritable essence magique, expliquant qu'aucun matériau terrestre n'est assez robuste pour supporter une telle énergie indéfiniment. Addis suggère sereinement de demeurer à l'abri au sein de leur havre de paix. Angela s'étonne d'une telle sérénité au regard des circonstances présentes. Toutefois, après 4 semaines, son enthousiasme s'étiole. Elle presse ardemment Addis de renouer avec ses devoirs souverains, mais lui et ses compagnons apprécient la quiétude de leur existence champêtre, ce qui accroît son irritation. Elle finit par confier que George a montré la lame ancestrale à 3 nobles, le désignant ainsi comme le monarque légitime à leurs yeux. Une inquiétude profonde saisit Jill à l'idée qu'un secret inattendu puisse briser leur tranquillité, tandis que ses compagnons semblent ignorer le danger qui les guette. Déterminée à agir, elle choisit de s'intégrer au milieu actif en tentant sa chance au sein de l'Académie des gardiens ailés. Devant les réserves d'Addis sur ses capacités magiques limitées, elle répond avec assurance que ses objectifs sont pragmatiques, visant avant tout l'indépendance financière, la création d'un réseau utile et l'accès à des données essentielles. Durant le voyage vers la capitale, Zeke rejoint leur équipe pour égayer le trajet, alors que Camille préfère demeurer aux côtés d'Addis. À leur arrivée, Jill se retrouve rapidement au milieu d'une foule immense de candidats, avant de tomber nez à nez avec des affiches placardées partout, montrant des portraits approximatifs d'Addis, accompagnés de demandes de renseignements. En observant la situation, Zeke se remémore la requête d'Addis. Veiller sur Jill, encore novice face aux réalités du monde. Le dévouement d'Addis est tel qu'il autorise Zeke à rapporter ses propres erreurs si nécessaire, une proposition qui laisse Zeke stupéfait. Soudain, une vive altercation éclate entre des individus près de la salle d'examen. Mais au tintement de la cloche, une créature ailée surgit et sème le trouble dans les environs. Tandis que la foule se disperse en toute hâte, Jill et Zeke unissent leurs forces pour faire face au visiteur inattendu, lequel demeure étrangement immobile devant eux. Un messager élégant apparut à l'improviste pour révéler que cette étape n'était qu'un test de routine, conclu avec un succès éclatant. Il souligna que cette créature majestueuse était coutumière de tels entraînements. Pourtant, Jill restait songeuse devant le calme inattendu de l'animal, ignorant qu'Addis, depuis les sommets, avait déployé son influence apaisante pour rassurer la bête. Camilla se questionnait sur la distance que les dragons maintenaient vis-à-vis de Jill, leur reine, et Addis clarifia que l'empreinte magique de Kratos, peu appréciée par ces êtres, en était l'origine. Alors qu'elle proposait de solliciter l'appui des dragons pour accroître son autorité, Addis préféra privilégier une approche plus douce, espérant ainsi dissiper les appréhensions que son passé suscitait encore parmi ses sujets. Une intuition soudaine concernant Kratos l'assaillit, renforçant son inquiétude profonde pour Jill. Au même instant, la commandante des Chevaliers Dragons s'approche pour lui adresser ses félicitations. Il s'agit d'Alencia, la princesse de Rave. En l'identifiant, Jill se remémore l'époque où elle veillait sur elle, avant que l'aide d'Addis n'offre à la jeune femme une nouvelle liberté. Autrefois, redoutant les conséquences de sa position délicate auprès de Kratos, Alencia avait choisi de s'éloigner. Aujourd'hui, Jill lui serre la main avec une affection sincère, profondément touchée par ses retrouvailles inattendues. Peu après, tandis qu'Addis lui tendait son déjeuner, elle pria Camilla de garder un œil sur ce jeune homme maladroit avant de s'éclipser en compagnie de Zeke. En se dirigeant d'un pas alerte vers l'établissement, Jill fut enchantée de découvrir une friandise glissée par Addis dans ses affaires. Bien que Zeke soit d'un tempérament plutôt réservé, Jill était impatiente de commencer leur séance d'entraînement. Une fois sur place, Alencia fit savoir au groupe qu'il devait établir un lien avec sa dragonne, Rosa, afin de l'inciter à s'incliner respectueusement. Elle précisa que le rang chez les dragons dépendait de la couleur de leurs écailles, et que, pour les individus d'une même nuance, c'est l'éclat de leur regard qui révélait leur véritable autorité. Le noble monarque des créatures aériennes, Rave, se démarque par son plumage d'une pureté lumineuse et son regard aux éclats ambrés. Nul autre spécimen ne possède une telle distinction.
À l'opposé, les dragons au reflet d'ébène demeurent des êtres d'une rareté captivante. Rosa représente ainsi la vision la plus grandiose qu'il leur soit donné d'observer. La réputation d'un protecteur des nus est intimement liée à la teinte de son prestigieux compagnon. Même si Rosa ne s'incline pas, les dragons de rang inférieur pourraient le faire. Mais si Rosa s'incline, ils seront directement promus. L'examen commence, Zeke passe en premier, mais Rosa le taquine avec un souffle, faisant rire Alencia. Elle explique qu'être taquiné par un dragon équivaut à un salut, mais Rosa se méfie des supérieurs de Zeke qui seraient furieux s'ils réussissaient du premier coup. Rosa rejette ensuite les chevaliers les uns après les autres jusqu'au tour de Jill. Jill brûle d'envie de retrouver son précieux compagnon, mais Rosa, submergée par un vif dépit, oppose un refus si catégorique qu'il laisse l'assemblée sans voix. À la tombée de la nuit, elle se retire dans ses quartiers, accablée par une profonde mélancolie, ce qui inquiète grandement Addis. Jill se sent démunie, mise à l'écart par Rosa, privée de son soutien habituel, tandis que l'absence de Rave assombrit ses pensées. Lorsque Addis pénètre dans la chambre, elle feint le sommeil, mais il devine qu'elle reste en éveil, conscient que l'issue de cette épreuve délicate est désormais inévitable. Un malaise soudain s'installe vis-à-vis de Rave, mais Jill reste songeuse, ne percevant ni sa silhouette, ni le moindre son. Elle devine alors qu'Addis projette de donner une leçon mémorable à Rosa pour avoir peiné sa chère compagne. Bien qu'elle le supplie de faire preuve de clémence, elle est sincèrement émue par la force de son attachement. Elle se lève pour lui exprimer ses sentiments, ce qui le laisse tout décontenancé. Elle lui confie ensuite avoir un petit creux, et il se précipite aussitôt en cuisine pour lui préparer un plat savoureux. Elle lui dit joyeusement qu'elle veut apprivoiser un dragon noir aux yeux dorés, mais Addis dit n'en avoir jamais vu. Elle explique que c'est parce qu'Addis a les cheveux noirs et les yeux dorés, ce serait comme chevaucher Addis, façon de parler. Après qu'elle soit partie, Addis rougit comme une jeune fille, son cœur ne pouvant plus supporter ça. Quelques jours plus tard, Jill patrouille et en profite pour récolter des infos. Elle tombe sur un chevalier nommé Lawrence, ce qui lui donne des frissons. Lawrence, un membre très observateur de l'équipe de Jill, éveille en elle une certaine appréhension, car elle craint que les mystères de son passé ne soient révélés au grand jour. Lorsqu'il souligne une ressemblance frappante entre son nom de famille et celui d'une lignée prestigieuse de Kratos, elle balaie ses doutes en invoquant le pur hasard. Lawrence lui explique alors que ceux qui n'ont pas de lien particulier avec les dragons sont chargés de veiller à la sécurité, rappelant que ces créatures majestueuses valorisent avant tout l'honnêteté. Il mentionne également que l'atmosphère devient plus tendue, de nombreux citoyens s'interrogeant sur les décisions du dirigeant Addis, alors que tous les esprits se préoccupent du sort de George à l'approche des célébrations royales. Parallèlement, le duché de Neutroll remplit sa mission de médiateur en préparant des gardiens voués à l'harmonie, garantissant ainsi une entente remarquable au sein de sa population. Lawrence mentionne une rumeur sur Kratos. Jill panique. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un chevalier dragon arrive pour demander de transmettre un message à Alencia. Jill demande qui c'est. Il se présente. Rhystyrd, le second prince de Rave. Plus tard, Jill transmet le message, mais Alencia lui demande de rester pour discuter. Elle et Rhystyrd, qui sont cousins, parlent de George et de sa revendication au trône. Lorsque Alencia questionne Rhystyrd sur ses intentions, celui-ci témoigne de son entier dévouement envers Addis. Alencia reconnaît alors pleinement la légitimité d'Addis dans ses fonctions de chef, une déclaration qui ravit sincèrement Jill. Toutefois, Alencia confie à Rhystyrd qu'il leur est impossible d'apporter un soutien officiel à Addis, leur duché devant maintenir une neutralité absolue pour éviter toute tension diplomatique. Plus tard, Alencia adresse ses excuses à Jill au sujet de l'incident précédent, expliquant que le comportement distant de Rosa était simplement dû à une crainte maladroite de voir en elle une rivale. Alencia rêve de parcourir des terres inconnues en toute autonomie. Rhystyrd impose à Jill de demeurer à ses côtés, une contrainte qui déplaît fortement à Alencia. Il suggère alors à la jeune femme de participer aux exercices, suscitant toutefois des doutes parmi les autres membres du groupe quant à sa condition physique. Rhystyrd prend fermement sa défense, tandis que Zeke s'interpose pour calmer les esprits. Bien que Jill puisse paraître réservée dans les tâches ordinaires, elle révèle une adresse remarquable dès qu'elle est en situation de combat. Rhystyrd veut présenter Jill à son dragon, Hild, mais la bête s'enfuit, terrifiée. Cela n'est arrivé qu'avec Attis, son demi-frère. Rhystyrd traque Jill pour découvrir qui elle est vraiment. Elle s'échappe, dévastée par cette journée. Hadès la réconforte, et elle avoue lui avoir manqué. Il est troublé, mais Rhystyrd surgit et découvre Hadès, l'empereur, enfermier. Il veut l'emmener à Valentia. Jill assure qu'il n'est pas un ennemi. Les frères se chamaillent, et Jill promet de sortir de cette vie de paysan. Au cœur de la ville de Valence, le personnage principal éprouve un trouble grandissant. Il sait pertinemment que les citoyens de Valence et de Rhystyrd le voient comme un adversaire redoutable.
Bien que ses capacités soient temporairement limitées, offrant à ses rivaux une chance de contrecarrer ses manœuvres, la détermination de George, fermement décidé à protéger son entourage, bloque ses ambitions. Alors qu'il cherche ardemment à s'éloigner, Jill le maintient sur place avec assurance, une résolution inébranlable se lisant sur ses traits. Attis prétend ne pas avoir les moyens d'infléchir le cours des événements, tandis que Jill s'efforce de lui prouver que Ristird se préoccupe sincèrement de son bien-être. Elle l'encourage à adopter une attitude plus douce, allant jusqu'à comparer son caractère à celui d'une créature paisible, une suggestion qui laisse Rister totalement perplexe. Malgré l'immense bonheur qu'il ressent à l'idée de retrouver Attis, il reste tourmenté par le sort de la sœur de Rister, toujours gardée en sécurité par George. Valencia accepte la proposition, ce qui contrarie vivement Rister. Ce dernier interroge Attis sur les motivations réelles de cette alliance, craignant une manœuvre ambiguë. Jill affirme avec franchise que son geste est dicté par une grande bienveillance et par l'envie sincère de protéger son compagnon. Ristird opte alors pour la réserve. Il remarque la pâleur d'Attis, manifestement troublée par la proximité de Jill. Il demande à la jeune femme de prendre ses distances, mais celle-ci les supplie de leur accorder leur aide précieuse. Ristir donne son accord. Toutefois, Alencia s'y oppose fermement. Jill et Zeke tentent alors de les convaincre par leur insistance. Soudain, un bienfaiteur honorable intervient. George illumine la cité dans l'espoir de faire sortir Attis de l'ombre. Alors que Hild et Rosa arrivent sur les lieux, Attis choisit de se montrer afin de préserver la ville de tout danger potentiel. Alencia et Rister s'approchent de lui. Attis canalise la puissance de Rave pour apaiser les brasiers intenses. Rister fait remarquer que George utilise l'insigne des troupes du roi. Il manifeste son désir de soutenir Attis, bravant ainsi les hésitations de sa hiérarchie. Rister reste résolu dans sa décision. Sa loyauté envers la couronne constitue le serment le plus précieux qu'il ait jamais prononcé. Alencia dévoile que Ferris, héritière du royaume de Kratos, envisage de s'allier à Attis pour sceller une paix durable entre leurs peuples. Cette annonce ébranle intensément Jill. Escorté par Lawrence, Ferris part à sa rencontre, espérant instaurer une atmosphère apaisée grâce à sa sincère bienveillance. Toutefois, Hadès conteste vivement cette union, craignant que la future monarque ne soit manipulée pour servir les intérêts cachés de la nation de Kratos. Ferris mesure pleinement les enjeux délicats de ce moment, mais elle souhaite vivement établir un partenariat avec Hadès au plus vite. Elle avance dans l'ombre, sans avertir son frère Gérald, dans le but de bâtir une collaboration solide. Alencia consent à l'épauler, à la seule condition que cet accord aboutisse. Malgré l'envie d'Hadès de s'isoler, Jill demeure convaincue que cette démarche est la plus sage pour le bonheur de tous. Jill suggère à Hadès de valider l'offre. Prudent, il craint un stratagème dissimulé de sa part. Elle l'apaise immédiatement, en précisant qu'il ne s'agit que d'un bruit de couloir, dénué de toute preuve concrète. Ferris, remarquant la loyauté profonde que Jill porte à Hadès, prête une oreille attentive à ses propos. Elle promet de le protéger contre toute menace extérieure. Distrait par une telle ferveur, Ferris affiche un sourire complice, tout en laissant planer le doute sur sa volonté de contrarier les ambitions de Gérald. Jill lui dit de convaincre son frère. Ferris accepte et part. Attis s'effondre, le cœur battant à cause de Jill. Elle le menace de cuisiner ses saucisses pour les dragons s'il s'approche d'une autre femme. Hadès tremble de peur. Il s'engage à une loyauté absolue, ce qui rassure immédiatement Jill. Par la suite, Hadès aide à préparer le repas avec le reste du groupe. Rister s'interroge sur cet enthousiasme soudain, mais Hadès lui confie qu'il souhaite simplement se faire discret auprès de Jill. Alencia informe alors ses compagnons que Vissel et Frida vont pour le mieux et qu'ils sont tout à fait disposés à leur prêter main forte. L'insurrection touche à son dénouement. Lawrence prévient que Vissel rassemble ses troupes, toutefois Jill reste sur ses gardes. Elle devine ses hésitations concernant Alencia et Ristird. Elle accepte de se livrer à lui en contrepartie de son assistance. En la voyant s'atteler aux tâches ménagères, il s'alarme. Si Attis découvrait qu'elle est contrainte à ce labeur, il pourrait se montrer extrêmement mécontent et provoquer un immense tumulte. Jill le supplie de garder le silence, craignant que la vérité ne plonge Attis dans une immense peine. Lawrence demande alors à Zeke de prendre en charge les explications nécessaires auprès de chacun. Peu après, Attis s'isole, le cœur lourd en découvrant les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur Jill. Cette dernière le rejoint dans ses appartements pour lui offrir son réconfort et apaiser sa tristesse par une discussion empreinte de douceur et d'affection. Elle s'assoit sur ses genoux et lui fait promettre de ne pas s'énerver. Mais quand elle avoue avoir été harcelée par les chevaliers dragons, il devient fou de rage. Jill demande à Zeke et Camilla de le retenir. Le lendemain, Alencia reçoit un message de Vissel. Il accepte de leur prêter ses troupes. Mais ils devront escorter les renforts jusqu'à la forteresse
et Ristart craint une embuscade. Attis souhaite se rendre sur place afin d'observer les créatures aériennes. Mais Ristar assure être tout à fait capable de gérer cette mission seul. Une vive discussion éclate entre les deux frères, mais le calme revient rapidement quand Jill révèle à Attis que cette attitude protectrice cache en réalité une grande préoccupation pour sa sécurité. Attis finit par accepter de collaborer avec lui. Comme Alancia est contrainte de rester au domaine pour ne pas attirer l'attention de George, la liberté de mouvement dont dispose Ristar en fait le compagnon idéal pour ce voyage. Elle ajoute qu'il faudra 2 jours à cheval pour atteindre le point de rendez-vous et ordonne à ses idiots de frères de bien se comporter. Elle les serre dans ses bras en leur demandant de revenir vivants, puis confie ses frères à Jill. Le lendemain, l'escouade part. Camilla et Lawrence commencent à se chamailler. Ristar doute de leur sérieux, mais Jill assure qu'ils sont très compétents. Attis, lui, est jaloux que Jill ait choisi Lawrence comme guide. Jill assure que les rumeurs sur eux font partie de leur couverture, mais Attis reste jaloux. Ristar lui conseille d'agir en empereur pour ne pas les humilier. Jill trouve mignon de voir Attis s'entendre enfin avec ses frères. Camilla remarque que Lawrence n'avait rien à faire ici, mais puisque Jill l'a choisi, elle doit cacher quelque chose. Jill dévoile que Lawrence n'est pas au service de Ferris, mais qu'il agit en secret pour le compte du prince Gerald. Comme sa sœur est retenue par le souverain de Kratos, un dirigeant très autoritaire, Lawrence a accepté d'aider Gerald dans l'espoir de lui rendre sa liberté. Malgré la pression constante imposée par le prince, il garde l'espoir de triompher de ses épreuves pour assurer une issue positive à cette situation. Camilla demande à Jill d'être plus transparente à l'avenir. Attis complimente Jill, qui lui demande pourquoi il la laisse faire ce qu'elle veut. Il répond qu'il veut voir de quoi elle est capable. Et même si elle fait une erreur, peu importe, car il sera là pour tout gérer. Le soir, Lawrence confie à Zeke et Camilla qu'il craint que Vissel ne les trahisse. Il redoute la présence d'un individu malveillant dissimulé au sein du groupe. Si Attis venait à être capturé, Alancia et Ristar se verraient contraints de déposer les armes. Il propose alors une approche ingénieuse pour assister Jill dans l'identification des embûches sur leur chemin. Camilla loue son agilité intellectuelle, tandis que Jill se remémore avec tendresse les souvenirs de sa sœur. Zeke s'interroge avec inquiétude sur son bien-être, mais Lawrence rassure l'assemblée en confirmant qu'elle se portait à merveille lors de leurs plus récentes nouvelles. Il leur recommande la plus grande prudence, tandis que les majestueux spécimens de l'Empire survolent le firmament en direction de Neutrol. Lawrence tente de les rassurer en affirmant que ces créatures élégantes ne reviendront pas avant longtemps et que la bienveillance de la princesse Faris constitue une protection suffisante. Il leur désigne alors un refuge à l'écart pour s'y abriter en cas de besoin. Bien que ce lieu soit proche de l'habitat de ces animaux, il reste convaincu qu'ils y seront parfaitement protégés. Devant les interrogations de Zeke sur ses motivations, il explique honnêtement qu'il espère ainsi obtenir une promotion et une belle récompense pour son dévouement. Il déploiera tous ses efforts pour assurer leur succès. Il remarque que Jill aurait pu décrocher les honneurs les plus prestigieux à Kratos, mais qu'elle a préféré consacrer son temps à soutenir Attis. Lawrence confie éprouver une grande admiration à son égard, tout en restant conscient des obstacles qui empêchent toute union entre eux. Il imagine que Zeke et Camilla épaulent Attis par pure loyauté envers Jill, bien que Zeke affirme qu'il lui prêterait main forte en toute occasion. Lawrence se retire pour trouver un peu de repos, alors que Camilla nourrit des remords pour avoir douté de la pureté de ses intentions. Au matin suivant, Alancia quitta les hauteurs célestes, chevauchant son noble destrier Rosa. Ébahi, Attis s'interrogea sur les raisons de son départ hors des remparts sécurisés. Sans hésiter, Jill ordonna à ses compagnons de demeurer en retrait et s'avança vers elle. Alancia les avertit alors d'un péril imminent. Elle s'approcha de Jill pour la saisir délicatement, tandis que ses gardiens formaient un cercle autour des voyageurs. Face à l'émotion de Jill, Alancia détourna les yeux, trahissant un chagrin profond devant ce choix inévitable. George surgit accompagné de ses aimables alliés et exigea immédiatement l'arrestation d'Attis. Jill implora Alancia de reconsidérer sa décision, rappelant que son propre frère prenait la défense d'Attis. Bien que George eût assuré à Alancia qu'aucun mal ne serait fait à Ristar, ce dernier restait sceptique quant à la sincérité de ses paroles. Cependant, lorsque Ristar demanda à Zeke et Camilla de porter assistance à Attis, celui-ci réalisa que sa fidélité était reconnue. Il affronta alors les gardes avec détermination et s'avança vers Alancia, mais Jill se dressa promptement devant lui pour lui barrer la route. À bout de force, Attis s'écroule finalement. George accompagne aussitôt Jill pour qu'elle puisse descendre de la créature volante. Tandis qu'elle rejoint la terre ferme, elle se rappelle son engagement de veiller sur le souverain, une réflexion brève avant que le dragon ne libère une puissante vague de souffle ardent. Ristar, stupéfait, reste pétrifié, mais Camilla l'encourage vivement à s'échapper, certaine que Jill saura comment se protéger. Alors qu'il se croit pris au piège, saute,
le précieux compagnon de Jill, fait appel à un ours enchanté. L'animal prend soudainement des proportions colossales, sa simple présence imposante suffisant à faire reculer les forces opposées. Alors que le groupe s'éloigne, Alencia s'obstine à chercher Jill, faisant fi des recommandations de George, qui redoute les caprices d'une contrée sauvage. Au même moment, Hattis est appréhendé et conduit vers la cité royale afin de rendre compte de sa situation aux dignitaires. Parallèlement, Jill reprend conscience dans une caverne dissimulée, se retrouvant nez à nez avec une créature ailée à la robe sombre et au regard améthyste. L'être fabuleux lui confie l'avoir protégée grâce à l'aide de Rosa, tout en admettant qu'il l'avait initialement prise pour l'un de ses semblables. Voyant que Jill ne possède ni don extraordinaire ni l'emblème convoité, la créature ailée exprime un vif mécontentement. La demoiselle s'éloigne aussitôt pour essayer d'engager un dialogue apaisé, mais l'animal s'obstine à ignorer les directives d'Hattis. En explorant les lieux, Jill réalise qu'elle a trouvé un abri jonché de restes d'œufs enchantés. Pendant ce temps, Lawrence et ses compagnons se sont mis à l'abri, se questionnant sur la nature de ce spécimen hors du commun. Ristar suppose que le destin s'en est mêlé, tout en redoutant qu'Alencia ne les ait égarés, lui faisant ainsi perdre tout contrôle sur ces êtres majestueux. Séparé de ses précieux alliés ailés, il s'inquiète profondément du devenir de sa tendre Hilde. L'instant est crucial. Alors qu'il envisageait un avenir radieux aux côtés des siens, le réveil est brutal entre ses murs. Sa propre sœur a brisé sa confiance. Alencia se présente devant lui, s'engageant à plaider sa cause auprès de George, mais Hattis affirme avec fermeté sa revendication juste sur la couronne. Au sein de l'étrange édifice, l'être au reflet irisé réprimande vivement Rave pour son manque de prudence concernant Jill, l'accusant d'être responsable de l'emprisonnement de Hattis et d'avoir laissé une puissance supérieure limiter ses propres facultés. En découvrant que la lame sacrée de George tire son énergie des racines de Kratos, Jill laisse échapper un rire plein d'assurance. Elle déclare alors vouloir secourir Hattis, mais l'entité soutient qu'aucun mortel ne peut s'extraire de ce domaine. Résolue, Jill s'élance et invoque un artefact magique, dégageant une lueur si éclatante qu'elle parvient à paralyser instantanément le gardien des lieux. Au détour d'un sentier, elle découvre un artefact ancien au reflet captivant. Une créature ailée lui révèle qu'à l'aube de chaque ère, ce joyau surgit, requérant 2 décennies de sérénité pour révéler ses secrets. Si le gardien venait à disparaître prématurément, l'objet capterait son essence pour libérer une force incontrôlable. Elle comprend alors que Jadas prévoit de s'approprier ce pouvoir pour perturber la quiétude du pays. Face à ces desseins mal avisés, Jill enveloppe l'orbe d'une pensée lumineuse. Quand une étincelle d'espoir jaillit de la relique, l'esprit céleste, visiblement touché, exprime avec franchise ses regrets et son désir profond de réparer les erreurs du passé. Jill sollicite sa clémence et le supplie de lui prêter main forte pour protéger Hattis, de peur que l'éclosion ne libère une force indomptable. L'oiseau majestueux consent à la porter dans les airs. Arrivée en lieu sûr, loin du nid, Jill s'enquiert de son identité. Faute de titre, elle choisit de le nommer Steak. Parallèlement, Hattis interroge Alencia sur les raisons intimes qui ont poussé Jill à l'éloigner d'une résolution aux conséquences irréversibles. Alencia conseille à Jill d'ouvrir son cœur avec bienveillance envers le chef, marqué par la déception causée par un proche. Elle reconnaît la droiture exemplaire de Hattis et regrette de ne pas avoir su davantage l'épauler, bien que la jeune femme n'ait jamais émis la moindre attente à son égard. Parallèlement, Zik et ses compagnons s'abritent dans une caverne pour s'y mettre à l'abri, mais l'arrivée soudaine d'un immense dragon noir suscite chez lui une vive inquiétude. Toutefois, en découvrant Jill perchée sur le dos de la créature impressionnante, ils expriment alors un immense sentiment d'apaisement. Hilde et son escouade aérienne apparaissent soudainement, Jill expliquant qu'elle a pu compter sur l'aide précieuse de Steak pour les réunir. Sona les rejoint peu après, accompagné par l'ours légendaire. Le groupe au complet, Lawrence élabore une stratégie pour porter secours à Hattis. Alencia prévient alors de l'arrivée imminente d'un dragon ténébreux, une nouvelle qui procure à Hattis un calme apaisant, fort de la confiance qu'il porte envers Jill. L'action s'engage aussitôt, et Jill s'élance avec détermination vers Alencia pour libérer son compagnon. Elle demande le soutien de Steak afin de porter assistance aux compagnons de Hattis, mais une énergie ancestrale bloque sa progression. Jill doit alors se mesurer à Alencia. Bien que son adversaire tienne une épée au tranchant émoussé, cette dernière lui propose d'interrompre l'affrontement, promettant de protéger elle-même Hattis. Tandis que Jill s'interroge sur ce revirement inattendu, Alencia dirige sa lame vers elle. C'est à ce moment précis que Ristar apparaît, sa lance brandie, exigeant de sa partenaire qu'elle explique ce changement de comportement soudain. Alencia l'invite à rejoindre sa cause, mais il refuse, ayant prêté allégeance au seul vrai empereur.
Elle lui rappelle sa jeune sœur. Ristar croit au chantage, mais elle l'écarte de l'attaque de George. Ristar affronte George, le traitant d'imposteur, mais George le repousse facilement. Alancia tente d'apaiser les tensions avec Ristar, mais George, manifestement agacé, lui demande de rester à l'écart de ce différend. Il soutient avec fermeté que si Ristar manque de clairvoyance, Attis démontre une maladresse tout aussi grande. Dédaignant les supplications d'Alancia, George transmet un document privé à Ristar. En parcourant ses écrits, ce dernier découvre qu'à la suite de l'arrivée de Vissel, leur mère a entamé une nouvelle vie aux côtés d'un officier et a eu Attis. Ils ne partagent ainsi aucun lien de sang. Ristar est stupéfait, comprenant avec une immense mélancolie qu'aucun d'entre eux n'a été désigné pour recevoir la grâce du dragon sacré Rave. Il insiste auprès de George pour obtenir la confidence capitale qui permettrait à Hadès de revendiquer légitimement le trône. George oppose un refus catégorique, préférant garder le silence afin de protéger l'équilibre et la pérennité de leur lignée dans le royaume de Rave. Alancia intervient pour souligner que Attis ignore la portée de la situation et qu'un échange calme serait préférable. Ristar, attaché à son intégrité, refuse de bâtir son destin sur une tromperie. George se prépare alors à les éloigner, lui et Jill, lorsqu'une chute de température soudaine et intense interrompt brusquement leur mouvement. Il se retourne et découvre qu'Attis s'est défait de ses entraves, son visage empreint d'une lueur étrange. Il a saisi chaque mot de leur échange, mais son but n'est pas la confrontation. Il aspire uniquement à ramener la paix. Malgré les sortilèges qui l'entourent, il a toujours espéré connaître la douceur d'un refuge paisible. Lorsque Alancia cherche à engager le dialogue, il l'interrompt avec fermeté, lui ordonnant de cesser ses discours fallacieux. George déclenche une attaque impromptue, mais celle-ci demeure sans effet face à Attis. George le traite d'individu sans cœur, mais Attis réplique que ce sont eux qui portent la responsabilité de leurs agissements répréhensibles. Il est désormais résolu à clore ce conflit définitivement. Il déploie alors sa force immense, tandis que Jill se précipite vers lui, l'implorant de renoncer à son entreprise. Toutefois, Attis ne peut leur accorder aucune clémence pour avoir détruit le refuge qui lui était si précieux. Jill craint que l'histoire ne se répète. Elle dit à Attis qu'ils peuvent former leur propre famille, ce qui l'apaise. Elle suggère que Ristar et Alancia épousent leur fille et leur fils, pour qu'ils deviennent une famille. Elle lui rappelle qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais qu'ils sont comme une famille, ce qui l'émeut aux larmes. Elle promet de le rendre heureux, ce qui le touche profondément. George refuse d'abandonner. Attis lui ordonne de lâcher son épée et son trône, sous peine d'une mort atroce. George n'écoute pas. Ristar tente de le raisonner. George doute qu'il les laisse partir. Alancia pense qu'il le fera, car il aurait pu les tuer, mais il les a pardonnés malgré leurs crimes. George ressent un immense désarroi face à la scène qui se joue. Tandis que Steak et ses compagnons forment un cercle autour de lui, l'énergie mystérieuse de la lame onirique l'enveloppe, métamorphosant soudain son apparence en une figure noble pourvue de grandes ailes. Avec un sourire narquois, Steak se moque de ce qu'il perçoit comme une vulnérabilité. Saisissant cette chance, George s'esquive prestement pour provoquer une distraction à bonne distance. Jill s'apprête à se précipiter pour le rattraper, mais Attis pose une main sur elle, l'invitant à la retenue et à laisser le chef résoudre cette affaire par lui-même. Hadès rattrape George, le remercie pour ses services et l'élimine d'un coup sec. Quelques jours plus tard, Jill discute avec Zeke et Camilla de sa magie qui ne revient pas. Camilla trouve ça étrange, car l'objet qui la scellait a été détruit. En arrière-plan, Ristar force Attis à l'appeler grand frère quand Alancia intervient, disant qu'ils n'ont pas à être si familiers. Ristar lui rappelle que Attis l'a déjà pardonné et que Rave les a acceptés comme famille. Elle admet qu'il a raison. Attis appelle alors Ristar grand frère, ce qui le fait rire comme un fou. Joe demande à Alancia de surveiller Attis pendant la parade, car elle est trop petite pour voir par-dessus la foule. Elle ajoute qu'elle devrait grandir, son anniversaire étant passé, ce qui choque Attis. Il décide d'annuler la parade pour fêter l'anniversaire de Jill. Quand Ristar s'y oppose, il se met à bouder comme un enfant. Jill propose aimablement de préparer une petite fête pour honorer cette réussite dès la fin du cortège. Pleine d'entrain, Attis promet d'orchestrer un rassemblement inoubliable. Zeke s'interroge sur le fait que Lawrence ne soit pas présent avec le groupe. Alancia explique qu'il escorte Ferris vers Kratos. Jill demande à Rave de l'accompagner jusqu'au port, souhaitant adresser un ultime message d'amitié à sa camarade avant qu'elle ne prenne le large. Ferris prétend avoir appris la nouvelle du départ de George, survenu lors de sa mission de protection envers Attis. Jill comprend aussitôt que Lawrence a inventé cette histoire pour calmer les esprits. Elle questionne alors Ferris sur l'origine du mystérieux artefact offert à George, dont la puissance entrave constamment ses dons surnaturels. Ferris reconnaît son implication avant de révéler l'objet légendaire de Kratos. Jill s'élance pour le contrer, mais Ferris évoque avec calme un souvenir pénible de son vécu,
plongeant Jill dans une stupeur totale. Jill questionne son compagnon au sujet de ses mémoires oubliées, alors que Ferris se concentre exclusivement sur l'idée de séduire Attis. Jill affirme avec conviction que leur lien est indestructible, mais Ferris sème le doute dans son esprit en mentionnant le passé partagé avec Gerald. Jill prend l'engagement formel de protéger Attis en toutes circonstances. Ferris tente de la repousser, mais Jill esquive son mouvement avec agilité et s'envole en un instant vers le haut de la structure. Pendant ce temps, Attis s'adresse à son peuple. Il annonce son mariage avec Jill et son désir d'avoir des enfants, ce qui la fait rougir. Elle saute alors dans ses bras, déterminée à protéger Attis et ses proches. C'est la fin de cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de contenu. Pour voir d'autres résumés, regardez cette vidéo à l'écran.